Tomoharu est un lycéen laid et sans valeur, chassé de chez lui par sa mère. Avant qu'il ne puisse comprendre, une fille peu attrayante lui tend un titan colossal à la vue de tous. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, toutes les filles de son école voulaient absolument être avec lui. Cependant, avant tout cela, Tomoharu est un perdant laid et sans valeur qui déménage dans une nouvelle maison après avoir été chassé par sa mère, laquelle venait de se marier. Higuchi, son ami, l'aide alors à emménager dans cette nouvelle demeure. Il trouve la mère de Tomo égoïste de le laisser déménager la veille même de la rentrée scolaire. Et il est vraiment étonné par le fait que Tomo va vivre seul. Higuchi, lui, est obsédé par la recherche de fantômes dans la nouvelle maison de Tomo. Laissant Tomo à l'extérieur, il se précipite vers la salle de bain, espérant bien en trouver un. Il était loin de se douter qu'il avait laissé dehors un mignon fantôme féminin doté de formes généreuses. Tomoharu est le seul à pouvoir voir ce fantôme au melon massif. Plus tard, il reçoit une mallette d'une personne qui prétend être une amie de son frère Naotaku. Tomoharu est très surpris, car son frère ne lui avait absolument jamais rien mentionné à ce sujet. La fille peu attrayante lui dit alors que cette mallette lui appartient. Elle est partie après lui avoir dit de ne surtout pas la donner et qu'elle était d'une importance capitale. Tomo et Higuchi remarquent à quel point elle est lourde et se demandent bien ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. La nuit, alors que Tomo était allongé dans son lit, tentant de trouver le sommeil, elle lui ordonne de lui remettre la machine Asura, également connue sous le nom d'extracteur. Tomo n'a absolument aucune idée de ce qu'elle demande par la fenêtre qu'elle respirer car elle l'étranglait. Soudainement, la jeune fille s'envole par la fenêtre après avoir aperçu le fantôme Miso et l'avoir qualifié de projection. Miso et Tomo sont complètement confus, se demandant bien ce qu'elle entend par ce terme de projection. Ils réalisent alors que deux personnes ont déjà vu Miso. Le lendemain, il se rend à l'école, au lycée Rakuroa. Il découvre qu'il est dans la même classe que In, ce qui l'enthousiasme énormément. Higuchi court vers eux, leur annonçant qu'ils sont tous dans la même classe, tout comme Riko Seki et Kana Takasuki. Il leur parle des deux filles au melon massif, puis surprend Miso et Tomo en leur montrant une photo de Shuri Kirasaki, la jeune fille qui est une connaissance du frère aîné de Tomo, Naotaku. Les deux la reconnaissent immédiatement, l'ayant déjà vue la veille. Lors de la cérémonie d'entrée, ils continuent de discuter de l'extracteur, de la projection et de la machine Asura avec Misao, affirmant que Kurosaki a forcément quelque chose à voir avec tout cela. Après la cérémonie, Miso et Tomo aperçoivent une jeune fille qui ressemble exactement à celle qui a fait irruption chez lui. Il n'hésite pas un instant à l'interroger, ce qui lui vaut une gifle derrière la tête de Riko Seki qui lui dit alors qu'il n'est pas si différent de Higuchi. Les garçons dans le couloir le regardent avec une colère noire après le départ des jeunes filles. Il se rend plus tard au bâtiment du club scientifique avec Higuchi et Miso, où il rencontre Shuri, qui pense qu'il est intéressé à les rejoindre, mais il décline l'offre. Elle l'informe que son frère aîné Naotaka a fondé le club scientifique pour lui, et s'il est curieux de la jeune fille peu attrayante qui le hante, elle lui dira tout en détail s'il les rejoint. Elle lui donne une carte pendant que son ami Higuchi est malaisante à la vue de la jeune fille à beau travail et lui remplit la tête d'idées sur la fille cachant des choses volées à la mafia dans sa maison. Sur le chemin du retour après le travail, il pense qu'il serait préférable de rester loin de ces mystérieuses jeunes filles peu attrayantes. En arrivant chez lui, il est effrayé lorsqu'un Glock est pressé contre son dos. De nombreuses personnes armées de Glock l'entourent dans la maison, le ligotant solidement à une chaise. Le chef, Rizuru, demande où se trouve l'extracteur, affirmant savoir que Shuri Kurosaki le lui a donné. Tomo est en train de réfléchir à ce que Ain lui racontait, puis Shuri fait exploser la fenêtre, elle coupe la corde qui le retient, puis dit à Rizuru qu'elle aurait dû s'attendre à sa venue plus tôt. Au beau milieu de cette conversation, Rizuru est alerté de l'arrivée imminente d'ennemis. La famille Takasuki, la société démoniaque de la Grande Zone, les ennemis se précipitent vers la maison en hurlant pour savoir où se trouve la machine Asura. Shuri commence à tirer et lui dit de se cacher tandis qu'elle court à l'extérieur. Un homme entre dans la maison, entouré d'une aura sombre. Les balles ne traversent pas son corps et il met ses ennemis en feu d'un simple mouvement de main. Pendant ce temps, Tomo, qui se trouve sur le toit, a compris que la mallette est ce qu'il désire en la regardant à travers la fenêtre. Il a peur d'entrer par la fenêtre à cause de son vertige, mais quand il rassemble suffisamment de courage, il entre et essaie de donner la mallette à n'importe qui pour mettre fin à la guerre qui fait rage. D'une manière ou d'une autre, il se retrouve entouré de Shuri, Rizuru et du chef Takazuki, pointant des armes les uns sur les autres dans une sorte de duel de cow-boy avec lui au beau milieu. Shuri ordonne alors à Tomo de l'ouvrir en lui donnant un ordre. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Rizuru invoque son Usui, lui ordonnant de tout détruire. Cependant, Tomo s'empare de la mallette et l'ouvre, un liquide sombre s'en écoule, puis une machine robotique en surgit. Alors que Tomo la regarde avec une stupéfaction totale, il se souvient de quelque chose de son passé. Tomo est surpris lorsqu'il se réveille juste à côté de Shuri. Il observe le désordre ambiant dans la maison, il prépare du café tout en discutant tranquillement avec Shuri. Elle lui prend la main et le fait la toucher quand soudain, Ain fait irruption dans la pièce. Le voyant dans cette position délicate, elle referme la porte et s'en va. Tomoharu la poursuit alors et lui explique ce qu'elle a cru voir. Après avoir promis qu'elle ne le dirait pas à Higuchi, elle lui demande s'il rejoindra l'équipe d'athlétisme, mais il refuse catégoriquement. Il se souvient alors de la Société Royale des Ténèbres qui paie les frais de scolarité de son frère. Miso lui suggère de demander à Shuri. Pendant ce temps, Rizuru informe Raiko qu'il faut garder Tomo, car il est un handler et s'assurer qu'il ne s'approche pas de Kanade. De son côté, Shuri informe une dame de ce qui s'est passé et celle-ci répond que la Société des Ténèbres n'est pas encore prête à intervenir.
Tomo est occupé à discuter avec Misao en classe et Reiki le regarde attentivement, l'observant de près. Après les cours, il décline l'invitation à l'entraînement d'athlétisme avec lui, disant qu'il préfère aller se présenter au propriétaire. Il prend son vélo et arrive devant un très beau portail. Puis une jeune fille le prend dans sa voiture et en franchissant le portail, il apprend que le propriétaire n'est autre que son grand-père. Ils descendent ensuite pour commencer à monter les escaliers. Il apprend que cet homme n'aime pas les gens mais il était très excité de le voir. Ils arrivent à un petit chalet, elle le laisse avec son grand-père qui commence à parler de la spirale sur laquelle leur monde est construit, le feu. Alors qu'il tentait de se présenter, l'homme lui dit qu'un jour il sera forcé de prendre une décision cruciale. En redescendant les escaliers, il réfléchit à l'homme étrange qu'il vient tout juste de rencontrer. Il trouve deux chemins, ne se souvenant plus de la direction à prendre. Il dit à Miso d'aller vérifier et elle vole au-dessus de lui pour repérer Kanade, qui commence à s'enfuir après les avoir aperçus. Il court après elle, dans les buissons, il finit par trébucher et tombe lourdement. Il roule alors en bas de la colline, la dépassant. Elle le conduit chez elle et pense ses blessures, réalisant qu'il a besoin d'un oreiller. Elle ouvre son placard, le faisant, lui et Miso, haltés de surprise devant la robe qu'ils ivoinent, celle-là même que la jeune fille portait le jour où elle a fait irruption. Kanade le regarde, expliquant que ce n'est qu'un simple costume. Puis ils s'assoient tous les deux. Ils découvrent alors qu'elle peut voir Miso parce qu'elle est un démon. Alors il lui demande ce qu'elle entendait par le terme de projection. Elle répond qu'une projection est un sacrifice humain que l'on fait à la machine Asura. Puis ils entendent des voitures se diriger droit vers eux. Miso va vérifier et découvre que ce sont les démons de la famille Takazuki. Il se lève immédiatement et la porte pour s'enfuir, mais avant qu'il ne puisse sortir, la porte s'ouvre. Le voyant la porter, Monsieur Takazuki devient absolument furieux. Il la pose juste au moment où son père s'avance. Elle gifle son père, furieuse qu'il l'ait suivi jusqu'à chez elle, ce qui le choque profondément. Puis un homme s'avance, disant qu'il va s'en occuper, puis il a une discussion avec Kanade, qui était effrayé. Le lendemain à l'école, il donne à Kanade le cadeau que son père était censé lui offrir et lui dit que son père est un homme bon. Après les cours, il allait à l'entraînement de In, mais ses plans ont été complètement perturbés lorsqu'il entend une annonce disant qu'il devrait se rendre à la salle de réunion du conseil étudiant. Il entre et trouve Rizuru qui lui demande de le rejoindre pour combattre les démons maintenant qu'il est impliqué et qu'ensemble ils pourront restaurer l'équilibre du monde. Pendant ce temps, Ryuko a révélé à Kanade que son frère n'est autre que Rizuru, le chef des gardes sacrés, et qu'il ne laissera absolument pas Tomo partir. Ils entendent soudainement un coup de feu retentir. Kanade s'envole alors vers la salle de réunion pour les y trouver. Tomo tentait de partir après avoir décliné son offre, mais les gardes de Rizuru l'ont attrapé et lorsqu'il a menacé d'appeler quelqu'un, Rizuru a tiré sur son téléphone. Rizuru tire alors sur Kanade, elle attrape la balle et la fait fondre, comme si elle était tout droit sortie d'une scène de Matrix. Quand elle lève les yeux, ses iris changent de couleur, une couleur différente pour chaque œil. Elle utilise ensuite ses pouvoirs démoniaques pour neutraliser les gardes qui retiennent Tomoharu. Rizuru se souvient de Ain, sa projection, pendant que Tomo halète, la reconnaissant, puis sa machine Asura apparaît et elle est instantanément mise hors d'état de nuire. Miso dit à Tomo qu'ils ont besoin de leur extracteur et lui dit d'aller le chercher pendant qu'elle avance pour combattre Rizuru. Miso hurle alors qu'elle disparaît après s'être jetée sur l'extracteur et avoir été frappée, ce qui fait hurler Tomo de douleur et le fait tomber au sol comme si quelque chose se brisait en lui. Kanade se lève et dit à Tomo de courir pendant qu'elle utilise son feu et fait exploser la pièce entière. Tomoharu se précipite alors chez lui pour prendre sa machine Asura, mais il est retardé par Shuri qui l'informe du procès que Kanade est sur le point de subir. Il prend la mallette et commence à se diriger vers l'école. Shuri le met en garde contre l'utilisation de l'extracteur sans Miso. Elle est également désespérée de convaincre Tomo de rejoindre le club scientifique. Pendant ce temps, Rizuru est dans son bureau détruit alors qu'il se remémore l'attaque sur le bateau avec sa sœur Riko et Abe. Puis Riko apparaît, se demandant bien ce qu'il va faire de Kanae. Il répond qu'elle est en train de subir un procès pour avoir attaqué le premier chef du conseil étudiant. Il sort, la laissant seule alors qu'elle se remémore l'incident sur le bateau et la façon dont Ain est morte. Quelque temps après le départ de Ryuko, Tomo entre dans la pièce, se demandant où se trouve Kanade, puis Ain apparaît, lui disant que Miso réapparaîtra et qu'il devrait se conformer aux ordres de Rizuru. Tomo ne voulait absolument rien entendre de tout cela et voulait juste savoir où était Kanade. Ain pointe du doigt le bâtiment à travers la fenêtre. Pendant ce temps, Kanade est attachée à un siège, juste devant Rizuru, alors qu'il lui dit que les pouvoirs qu'elle libérera lorsqu'elle conclura un contrat avec Tomoharu seront extrêmement dangereux et qu'il ne lui permettra donc pas d'apporter un tel mal dans le monde. Tomoharu fait irruption dans la pièce, brandissant sa mallette, menaçant de laisser sortir son Asura. Surpris qu'il veuille mourir pour un démon, Tomoharu hurle à Rizuru en lui disant qu'elle n'est pas un démon mais une jeune fille tout à fait normale. Kanade se demande pourquoi Tomoharu est venu la chercher, se demandant s'il est juste là pour une sorte de complot, puis Rizuru ordonne à ses gardes de les détruire. Tomo ouvre sa mallette et seuls des papiers pour le faire rejoindre le club scientifique en tombe, et alors qu'ils commencent à tirer, il utilise la mallette pour les protéger des balles qui pleuvent sur eux. Ils parviennent à sortir de la pièce et à verrouiller les portes alors qu'ils essaient désespérément de trouver la sortie, mais celle-ci est également verrouillée. Shuri apparaît, lui parlant de signer le papier pour le club scientifique, pendant que les gardes tentent d'ouvrir la porte. Lui et Kanade signent, et Shuri commence à attaquer les gardes dès qu'ils parviennent à ouvrir la porte. Rizuru leur dit de reculer pour laisser suffisamment d'espace à Usui pour attaquer. Son aura apparaît et commence à se battre avec Shuri pendant que sa partie robotique du corps se transforme en armes à feu tirant sur Usui. Shuri et les deux autres courent hors de la pièce mais la machine Asura les suit toujours et elle se retrouve à court de balles.
Puis Rizuru ordonne à sa machine Asura de les écraser, et celle-ci les piège dans la glace. Alors qu'elle était sur le point de les écraser, Tomoharu sent la présence de Miso, puis sa machine Asura nommée Kirigan apparaît. Shuri l'informe qu'il n'a pas besoin de la mallette pour l'invoquer. Rizuru est choqué lorsque Kirigan perce la glace et frappe continuellement Usui, le clouant au mur alors qu'il ouvre sa partie inférieure pour détruire Ain. Pendant ce temps, Rizuru le supplie d'arrêter, sinon il tuera Ain. Il se souvient alors de ce que Kanade a dit sur les projections étant des sacrifices humains, alors il ordonne à Miso d'arrêter. Miso apparaît, lui racontant le rêve qu'elle a fait, puis Shuri montre à Rizuru le contrat que les deux ont signé pour rejoindre le club scientifique. Cela signifie qu'ils font partie de la Société Royale des Ténèbres qui protège les démons, et donc s'il essaie de les toucher en tant que chasseur de démons, il y aura de graves conséquences car ils sont également connus de la reine. Rizuru promet que s'ils franchissent la ligne des gardes sacrés, il n'hésitera pas un instant à leur déclarer la guerre. Il marche vers Tomo en lui disant qu'il n'est pas comme lui, qu'il a pris une décision stupide et le remercie d'avoir épargné Ain. Ils sont partis après avoir retiré les entraves des mains de Kanade. Il fait déjà nuit noire lorsqu'il sort du Jaiskia du bâtiment. Il est surpris de trouver Shuri donnant à Kanade une clé de sa maison. Tomo apprend que la maison est en fait une pension pour les membres du club scientifique, elle est donc libre de le visiter à tout moment. Le club scientifique se trouve au 3e pavillon du conseil étudiant, au lac Dobai. Ils ont été engagés par Rizuru pour abattre les démons. Rizuru et Riko apparaissent alors que les membres du club boivent joyeusement. Kanade et Tomo s'éloignent de lui, affirmant vouloir aller vérifier la nourriture. Au moment où Tomo est sur le point d'aider Kanade à remuer le curry, leurs mains se touchent. Kanade perd alors complètement le contrôle de ses pouvoirs et réduit la cuillère en cendres, ce qui attire l'attention de Higuchi et Shuri, d'autant plus que Kanade sautillait comme un lapin. Shuri se demande s'il lui a fait quelque chose et Miso répond qu'il n'y a là qu'une simple tension narrative entre les deux. Rizuru les observe bouillonnant de colère. Plus tard, alors que Tomo et Rizuru sont aux toilettes pour hommes, Rizuru lui demande s'il a déjà eu une aventure avec Kanade. Il répond qu'il n'est pas un homme de culture, mais que oui, il l'a fait. Rizuru l'informe qu'il les exterminera tous les deux s'ils venaient un jour à conclure un contrat. Il se rend à son pavillon, laissant Riko en charge de les surveiller attentivement. Pendant ce temps, au 2e pavillon du conseil étudiant, au lac Dobai, Mawa essaie de s'échapper, mais la dame lui dit d'abandonner, car c'est ce qu'il obtient pour avoir signé un contrat avec le démon. Alors que Higuchi et Riko surveillent le lac à la recherche du monstre, il dit quelque chose qui l'offense, alors elle le gifle et il tombe dans le lac. Tomoharu et Misao sont dehors, discutant de prendre des vacances pour visiter un parc d'attractions, pendant que Kanade et Shuri les observent. La dame force Mahua à laisser son odeur dans les bois afin qu'il puisse attirer le monstre hors de sa cachette. Elle lui attrape la tête, la fracassant violemment contre l'arbre. Tomo est avec Higuchi dans les bois. Alors que Tomo pense qu'ils auront des problèmes avec Shuri, Higuchi insiste sur le fait que c'est son travail en tant que membre du club scientifique d'enregistrer la beauté de la nature. Il regarde Shuri sous la douche, quand elle le voit, elle le frappe et il tombe lourdement au sol. Plus tard, Riko demande à Shuri où se trouve Kanade et elle répond qu'elle est allée prendre l'air. Alors que Kanade est assise sur un arbre tombé, contemplant le lac, Tomo s'assied à côté d'elle, engageant la conversation. Kanade dit à Tomo de ne pas utiliser la machine Asura s'il a vraiment peur de perdre Miso. Pendant ce temps, la dame utilise Mawa pour attirer le monstre hors du lac. Elle est en train de le ligoter à un bateau pendant qu'il explique que le monstre ne l'apprécie plus du tout. Avant même qu'elle ne puisse finir son plan de le jeter dans le lac, le monstre apparaît. Ryuko trouve Tomo et Kanade se rapprochant l'un de l'autre comme s'il était sur le point de la laisser s'approcher de lui de trop près. Alors elle déplace Kanade derrière elle et commence à crier sur Tomo, lui rappelant ce que son frère avait dit. Soudain, ils entendent Makad Mawa crier à l'aide alors que le monstre le poursuit. La dame apparaît, tirant sur le monstre, puis elle invoque son extracteur et tire à nouveau sur le monstre. Il s'envole de nouveau dans le lac pendant que Tomoharu et ses amis observent la scène. Puis Shuri informe la madame la présidente qu'elle est bien trop vieille pour porter ses cheveux et ses tresses de cette façon. Elles s'insultent mutuellement, puis Tomo demande qui elle est et Shuri explique qu'elle est Rika Kurosawa, la présidente du 2e conseil étudiant. Après avoir tenté de faire quitter le club scientifique à Tomo, ils se rassemblent tous dans le pavillon. Rika explique comment Mawa est responsable du monstre, car c'est sa propre fille, mais il ne l'accepte pas et c'est pourquoi cela cause tout ce chaos. Elle demande à Shuri d'aider à capturer la fille avant que Rizuru ne la trouve, car c'est leur travail de protéger les démons. Soudain, le monstre apparaît au pavillon, le détruisant. Le contractant Mayuo s'enfuit à moto, la fille le suit, tout avec Rika juste derrière eux. Tomoharu suit, bien déterminé à les aider. Rika invoque Ims Asa et sa machine Asura apparaît. Ils commencent à se battre avec le monstre. Tomo invoque Kirigan pour aider Rika, puis Shuri arrive en leur tirant dessus pendant que Kanade essaie de faire accepter sa fille au contractant. Alors que Tomo retient le monstre pour que Rika puisse attaquer, Shuri leur tire dessus, les distrayant, puis elle tire sur le contractant. La fille n'hésite pas à protéger le contractant et elle est blessée. Voyant cela, le monstre le sauve. Il se met devant elle alors que Shuri pointe une arme sur elle. Il crie, lui disant de laisser sa fille tranquille. Soudainement, une lumière apparaît et ils sont tous effrayés lorsqu'ils remarquent que l'idole monstre se transforme en un magnifique animal qui ressemble à un chien. Alors que Mawa est occupée à caresser sa fille, les autres réalisent que tout cela faisait partie du plan de Shuri, car maintenant qu'il n'y a plus de monstre dans le lac, Rizuru ne le poursuivra pas. Shuri est frappée par une machine Asura, elle s'envole dans un lac tout en tenant une mallette.
Pendant ce temps, Tomo et Miso étudient en rentrant de l'école lorsqu'ils remarquent soudain une silhouette allongée devant son portail. Quand il y regarde de plus près, il réalise que c'est Shuri. Miso lui fait remarquer que les gens les fixent et qu'il pourrait appeler la police, alors il la porte à l'intérieur. Il remarque aussi la mallette qu'elle tenait toujours, les yeux bandés, et avec l'aide de Miso, il lui enlève ses vêtements mouillés. Ouais. Puis elle se réveille, encore faible, se présentant comme Yukari Kurosaki, ce qui le fait se demander ce qui est en train de se passer. Le lendemain matin, il se réveille et la trouve en train de préparer le petit déjeuner, puis il part pour l'école après lui avoir dit de bien prendre soin de sa santé. En classe, Higuchi se dirige vers le bureau de Tomo, remarquant à quel point il a mauvaise mine car il a attrapé un rhume. Puis Tomo lui demande si Shuri a une sœur jumelle qui fréquente le lycée Rakuroa et s'il connaît quelqu'un du nom de Yukari Kurosaki. Il répond qu'il l'aurait su si Shuri avait une sœur jumelle, et il se souvient avoir déjà entendu le nom Yukari quelque part. Alors qu'ils continuent de discuter, Rizuru et ses compagnons gardes sacrés s'approchent d'eux, demandant à Tomo où se trouve Shuri, car elle n'est pas venue à l'école depuis une semaine. Il les informe que le deuxième conseil étudiant est en mouvement, et il se demande si cela a quelque chose à voir avec la disparition de Shuri. Ils sont partis après avoir dit à Tomo de rester loin d'eux, car ils sont de mauvaise fréquentation. Maiwa sourit en écoutant aux portes, l'air malicieux. Kanade tend à Tomoharu quelque chose pour l'aider avec son rhume et s'éloigne. Il remarque à quel point Kanade agit de manière étrange. Après les cours, Tomo se rend à une église derrière laquelle se trouve une maison où vit Shuri et prend ses vêtements. Il voit une photo d'elle et d'un prêtre, quelques articles sur un accident d'avion. Puis ils entendent un son venant de l'église. Il va vérifier et trouve une personne nommée Yosuzu Jahara en train de jouer du piano. Ils apprennent que Shuri a été adoptée et que le prêtre est décédé. Et l'église est désormais vide, il se demande bien ce qu'il fait dans l'église. Il répond qu'il est venu se repentir, leur disant avec un air coupable qu'ils l'ont distrait. Tomoharu s'excuse après leur petite discussion. Yosuzu Jihara sort de l'église après lui avoir dit de bien se souvenir de son nom. Yukari se réveille d'un cauchemar juste au moment où Tomo arrive. Il l'informe des vêtements qu'il lui a apportés et se demande si elle se souvient de quoi que ce soit. Elle lui raconte le rêve qu'elle vient tout juste d'avoir, tous deux continuent de discuter, complètement inconscients du nain qui les observe. Yukari lui montre qu'elle a trouvé d'autres mallettes en faisant le ménage. Le nain se jette alors sur Yukari en répétant qu'il a trouvé le stabilisateur. Elle hurle et repousse le nain. Pendant ce temps, dans un supermarché, Kanade sent que quelque chose d'important est en train de se produire. Le nain commence à leur lancer des dagues et ils essaient de ne pas se faire poignarder, vous savez. Ils s'effondrent lourdement. Le nain saisit sa hache, prêt à attaquer, vraiment. Kanade arrive, expliquant qu'elle a ressenti un grand danger, puis le mur se brise, révélant Maiwa et sa fille, Vivien. En fait, il explique qu'il a demandé à son nain de récupérer le stabilisateur, vous voyez, puis il ordonne à Vivien d'aller le chercher sans tarder. Elle entre en courant, le nain les distrayant en lançant des dagues. Viviane attrape Yukari qui tient une boîte, réalisant qu'ils sont sur le point de s'échapper. Il invoque Kurogane. Kanade essaie de l'arrêter juste au moment où Miso hurle de douleur en disparaissant, le faisant tomber au sol, hurlant de douleur lui aussi, c'est terrible. Kurogane retourne dans le sol tandis que Yukari le regarde souffrant énormément. Les souvenirs de ce qui lui est arrivé auparavant lui reviennent en flot, c'est ça. Puis elle hurle si fort et une explosion se produit, brisant tout dans la pièce, absolument tout. Au moment où Tomoharu retrouve ses forces, Maiwa s'est déjà échappée et Shuri tombe au sol, affaibli. Il court vers elle et l'aide à se relever. Il réalise que Maiwa était partie, disparue. Pendant ce temps, Maiwa rencontre la fille virile que Tomo avait croisée à l'église, Yo Suzujahara, vous savez. Il pose la mallette au sol et lui demande ce qu'elle contient de si important, vraiment. Yo répond que c'est la clé qui ouvrira un jardin de fleurs, un jardin secret. Il tend une clé à Maiwa, tout simplement. Une fois qu'il l'ouvre, une explosion se produit, c'est ça. Viviane a déjà ramassé Maiwa avec sa bouche, c'est incroyable. Maiwa regarde autour de lui, cherchant Yo désespérément. Une fois que la fumée se dissipe, il voit Yo debout juste à côté de sa machine Asura, disant que Shuri a réussi en fait. Le lendemain matin, Tomoharu se réveille avec un terrible rhume et trouve Shuri et Kanade essuyant la sueur de son corps, ce qui le panique immédiatement, pensant qu'elles auraient pu voir sa chair, vous savez. Pour qu'il se sente mieux, Shuri lui prépare une tasse de thé au gingembre, un bon remède. Tomoharu est heureux de réaliser que Shuri a bel et bien retrouvé ses souvenirs, c'est une bonne nouvelle. Il lui demande ensuite quelle est sa relation avec Yukari, mais Shuri évite la question, bien sûr. Juste à ce moment-là, le téléphone sonne et elle court rapidement pour y répondre. Sans hésiter, elle est surprise de trouver Yo au bout du fil, lui demandant si elle a toujours le vrai stabilisateur en fait. Yo exige un échange, c'est clair. Shuri devrait lui donner le stabilisateur et elle donnera à Shuri sa précieuse lettre, c'est la proposition. Une fois l'appel terminé, Shuri récupère le stabilisateur de sa cachette dans le placard, discrètement. Elle dit à Tomoharu et Kanade que Yo vient pour l'échange et Tomoharu lui demande de lui en dire plus sur Yo, s'il vous plaît. Shuri révèle que Yo est le dragon gardien du syndicat étudiant de Kanto et aussi l'ancienne première présidente du conseil étudiant. C'est important. En plus d'être une GD, Yo est aussi une manipulatrice d'Asura Machina et elle est une experte dans ce domaine, vraiment. Shuri dit à Tomoharu que pour affronter Yo, il doit se remettre rapidement de son rhume afin qu'il puisse utiliser son Asura Machina, c'est essentiel. Elle commence à donner à Tomoharu des remèdes contre le rhume, mais Kanade suggère de demander à Ritsu de lui préparer de vrais médicaments, des efficaces. Soudain, un bruit se fait entendre de l'extérieur de la maison et Shuri leur dit qu'ils doivent partir immédiatement sans attendre. Malheureusement, en sortant, ils tombent sur Yo qui exige le stabilisateur, bien sûr.
Shuri refuse et Yo remarque qu'elle ne semble rien avoir appris de ses actions précédentes, c'est évident. En entendant cela, Tomoharu demande si c'est elle qui a blessé Shuri, au point de lui faire perdre la mémoire, et Yo confirme que c'était bien elle, oui. Sur ce, Shuri lance de multiples attaques contre elle, et en retour, Yo invoque son Asura Machina Shurigan capable de trancher l'espace, c'est impressionnant. Tomoharu est surpris, vraiment. Voyant cela, Shuri tire d'autres attaques avant de fuir avec Tomoharu et Kanade dans un taxi, disant au chauffeur de les emmener à l'église d'Aishima sans tarder. En chemin, Tomoharu demande à Shuri ce qu'est réellement un stabilisateur, et elle révèle que c'est un module pour une Asura Machina, une extension qui améliore les capacités en fait. Elle explique qu'elle doit le récupérer car elle ne l'a pris que pour le démonter et comprendre son fonctionnement, c'est tout. Tomoharu demande ensuite ce qu'est une poupée funéraire et Shuri lui dit que c'est le sacrifice humain donné à l'Asura Machina et que le stabilisateur est probablement la clé pour libérer la poupée funéraire de l'Asura Machina. C'est une révélation. En entendant cela, Tomoharu demande si le stabilisateur peut aider à ramener Misao à la vie, mais avant que Shuru ne puisse répondre, Yo apparaît soudainement devant le taxi. C'est incroyable. Ils sortent entre tous du taxi, se préparant à affronter Yo, et Shuru l'attaque, mais Yo bloque l'attaque sans problème. Ils commencent alors à courir vers l'église et en arrivant, Shuru entre pour prendre ses affaires pendant que les autres attendent dehors patiemment. Elle les rejoint plus tard, leur disant qu'ils devraient continuer à courir, mais Tomoharu est trop fatigué et malade pour continuer, vraiment. Alors qu'il est sur le point de s'effondrer, Yo apparaît de nouveau, le retient et dit à Shuru que courir est futile, c'est inutile. Shuru prend alors Tomoharu et Kanade et s'envole dans le ciel direction la maison de Ritsu rapidement. Là, elle dit à Ritsu de prendre soin de Tomoharu qui est malade pendant qu'elle sort affronter Yo, attendant que Tomoharu se rétablisse, bien sûr. Pendant que Ritsu, avec l'aide de Kanae, soigne Tomoharu, Shuru s'engage dans un combat intense avec Yo à l'extérieur. C'est une bataille. Yo demande une fois de plus à Shuru de faire un échange avec elle, mais Shuri refuse de lui donner le stabilisateur, disant qu'ils en ont aussi besoin. C'est important, puisque les GD sont responsables de la gestion des stabilisateurs. Yo dit à Shuru que si elle lui donne le stabilisateur, elle s'assurera que Shuru ne soit pas puni pour avoir attaqué une GD, mais Shuru refuse toujours. Sur ce, Yo l'attaque avec son Shirogan, la blessant gravement. Alors qu'elle est sur le point de l'achever, Tomoharu apparaît soudainement, se sentant lui-même grâce à la médecine de Ritsu, et il invoque son Kurogan, c'est ça. Sur ce, une bataille entre Shirogan et Kurogane s'ensuit, une vraie confrontation. Pendant qu'ils se battent, Kurigan lance une attaque sur Shurigan, mais Shurigan la bloque, tranchant l'espace et faisant tomber le stabilisateur de son étui. C'est un problème. Yo ordonne à Shurigan de détruire le stabilisateur, mais Tomoharu ordonne à Kurigan de protéger le stabilisateur à tout prix, absolument. Dans une tentative d'empêcher Gan de détruire le stabilisateur, Kurigan finit par l'avaler et Misao apparaît visible à tous, n'étant plus un fantôme, c'est incroyable. Tamaharu lit ensuite la lettre que Yo voulait échanger, seulement pour découvrir que c'est une lettre inutile du collège, sans valeur. Le lendemain à l'école, Tomoharu est surpris en voyant un article de magazine sur Shuru et sa sœur jumelle Yukari, c'est inattendu. Juste à ce moment-là, un professeur entre, présentant à la classe la nouvelle élève, Masao en fait. Le lendemain, puisque Masao peut maintenant être vue par tout le monde, Tomoharu marche avec elle jusqu'à l'école, mais la prévient d'éviter de montrer ses capacités de fantôme en public, c'est important. En arrivant à l'école, il était évident que Misao était devenue populaire, mais Tomoharu ne semblait pas aimer ça, pensant qu'elle pourrait se faire claquer par l'un des gars de la salle de sport, vous savez. Ailleurs, Yo et Haruna sont à l'intérieur des ruines quand elles sont soudainement approchées par un gardien Castor Machina, c'est inattendu. En voyant leurs yeux brillants, Yo se souvient du moment où elle a rencontré ces mêmes monstres pour la première fois en visitant les ruines avec son père. C'est un souvenir. Alors qu'elle s'éloigne des gardiens, Yo demande à Haruna si les yeux brillants des gardiens signifient qu'il y a autre chose dans les ruines en plus du stabilisateur, vous savez. Mais Haruna lui dit qu'elle ne sait pas car c'est Yo qui a plus de connaissances sur les ruines. En fait, Yo lui avoue alors qu'elle ne connaît pas grand chose aux ruines, vraiment, car elle n'a pas eu assez de temps pour apprendre, c'est dommage. Alors que Misao devient plus populaire parmi les autres élèves de l'école, Tomoharu ne peut s'empêcher de se sentir seul, ce qui lui donne l'impression qu'il doit juste se masturber en fait. Il commence à se souvenir de tout le plaisir qu'il avait avec elle avant qu'elle ne devienne un fantôme, c'est nostalgique. Ailleurs, après la bataille avec Yo, Shuri se fait soigner ses blessures par Ritsu, qui lui dit d'arrêter de trop forcer sur son corps, c'est important. Cependant, Shuri lui dit qu'elle veut continuer à avancer car elle ne peut pas revenir en arrière et réparer le passé, c'est sa conviction. Elle se remémore ensuite sa vie avec sa sœur jumelle Yukari, qui était actrice et très proche de Yo en fait. Pendant la pause déjeuner, Tomoharu a passé son temps seul, car Masao était apparemment occupé avec d'autres étudiants, vous savez. Il a été approché par Yor qui s'est moqué de lui pour être seul et a entamé une conversation sur le stabilisateur que Kurigan avait avalé, ce qui a fait que Miso a cessé d'être un fantôme, c'est ça. Elle se remémore le moment où elle et son père ont été attaqués par des gardiens dans les ruines, c'est un souvenir lointain. Pendant que son père combattait les gardiens, il lui a demandé de protéger l'étui contenant le stabilisateur et de le livrer plus tard aux saints gardiens, c'était sa mission. Chez Ritsu, Shuri, enfin sortie de l'hôpital, affrontait le monde à nouveau mais ne pouvait s'empêcher de penser à sa sœur Yukari, c'est ça. Elle se souvenait de la nervosité de Yukari concernant leur prochain voyage en Angleterre où Yukari devait faire ses débuts d'actrice dans un film, c'était un grand moment. Shuri la rassura en lui disant que tout irait bien, absolument. Le lendemain à l'école, Tomoharu
découvrit dans un magazine que Shuri et sa sœur avaient été dans le même avion que lui et Miso, et qui s'étaient finalement écrasés, c'est terrible. Flashback, alors que Tomoharu et Miso se dirigèrent vers l'avion, Shuri et Yukari rencontrèrent Nyo qui transportait le stabilisateur à la garde sacrée comme son père l'avait ordonné en fait. Elles l'invitèrent à se joindre à leur voyage, mais elle refusa, invoquant d'autres engagements importants, c'est ça. Cependant, l'avion s'écrasa et quand Yoho se réveilla au milieu des décombres, elle remarqua que l'étui du stabilisateur avait disparu. C'est terrible. En le retrouvant, elle fut soulagée mais découvrit ensuite Shuri et Yukari gisant sans vie. C'est tragique. Étant proche de Yukari, elle ouvrit l'étui contenant le stabilisateur et transforma Yukari en poupée funéraire. C'est ce qui s'est passé. De retour au présent, Tomoharu, toujours en train de lire l'histoire de Shuri et Yukari, se demanda comment, si le corps de Yukari n'avait jamais été retrouvé après l'accident, Shuri pouvait croire qu'elle était Yukari quand elle avait perdu la mémoire. C'est une question complexe. Plus tard, Shuri confronta Yo, lui disant qu'elle n'avait fait qu'emprunter sa sœur et qu'elle la récupérerait quand elle le voudrait, c'est clair. Alors que Shuri s'éloignait, Yo ne put s'empêcher de sentir que Shuri lui en voulait maintenant d'avoir transformé sa sœur en poupée funéraire et souhaitait avoir le stabilisateur pour la rendre à nouveau humaine, c'est son désir. Shuri rencontra Tomoharu qui était seule en classe avec Kanade en fait. Tomoharu lui demanda si elle était la vraie Shuri et elle le confirma, bien sûr. En arrivant chez lui, Tomoharu trouva Miso qui l'attendait et fut heureux de l'avoir enfin pour lui tout seul, c'est ça. Ailleurs, sous un clair de lune éclatant, Yo et Haruna sont avertis du danger imminent, c'est important. Il s'avère qu'un chasseur de démons est en liberté et a jusqu'à présent attaqué environ 8 victimes, c'est terrible. À cause de cela, Kanade est averti par son père de ne pas quitter la maison, absolument. Chez lui, Tomoharu reçoit une lettre de son frère Naotaka lui disant de prendre soin de la fille démon et il se demande de quoi son frère pourrait bien parler en fait. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit et c'était Kanade en compagnie de son père, bien sûr. Il informa Tomoharu du chasseur de démons en liberté, tuant des démons sans discernement, et il lui demande s'il peut laisser Kanade rester chez lui un moment, car il est la seule personne capable de la protéger, c'est important. Juste à ce moment-là, un hélicoptère arrive dehors, et ils sortent tous pour enquêter, seulement pour découvrir que c'est Shuri qui était en compagnie d'une fille démon de 10 ans, nommée Nya en fait. Apparemment, Naotaka l'avait envoyée là-bas pour que Tomoharu puisse prendre soin d'elle, c'est ça. Avec cela, Tomoharu se retrouve pris entre le fait de prendre soin de Kanade ou de Nya, et finalement, il décide de laisser les deux filles démons rester chez lui, c'est une décision. Shuri informe Tomoharu et Miso que Nya avait été initialement appelée au Japon par la Société Royale des Ténèbres et qu'elle rejoindrait également la classe de Tomoharu en tant que nouvelle étudiante d'échange, c'est important. Avec l'arrivée de Nya, Tomoharu se retrouve à avoir de petits accidents dans la maison et Shuri l'informe que c'est probablement à cause des pouvoirs de Nya en fait. Elle explique que Nya est la fille du margrave Fortuna, le roi de la calamité connu pour être un mangeur de chance, des démons capables d'absorber la bonne fortune d'une autre personne, c'est ça. Tomoharu déteste ça, mais Nya lui dit que c'est ce qu'elle doit faire pour survivre car les mangeurs de chance ne produisent pas leur propre chance et doivent la prendre petit à petit aux autres, c'est leur nature. Miso pense que c'est une chose si maléfique à faire, mais Kanade lui explique que les mangeurs de chance ne sont pas intrinsèquement mauvais en fait. Les gens avec trop de bonnes ou de mauvaises chances entraînent les autres dans leur propre malheur et se blessent, et les mangeurs de chance sont là pour empêcher ces événements de se produire, c'est leur rôle. Ils sont fondamentalement les stabilisateurs du monde lui-même car ils prennent un peu de chance à chacun pour combler d'énormes trous de malchance, c'est leur fonction. Les présentations étant faites, Shuri prend congé, laissant Nya chez Tomoharu, c'est ça. Pendant ce temps, Yo et les autres manipulateurs du syndicat étudiant sont dans les ruines, essayant de découvrir l'identité du chasseur de démons, c'est leur mission. De retour chez Tomoharu, Nya et Kanade s'installent très bien, Nya devenant rapidement comme la petite sœur de la maison, donnant des ordres à tout le monde en fait. Le lendemain à l'école, Nya a impressionné tout le monde par ses manières géniales et ils ont tous décidé de lui organiser une fête de bienvenue dans la salle du club scientifique, c'est une bonne idée. Alors que les préparatifs de la fête étaient en cours, Yo et Rizuru approchèrent Nya, voulant lui parler du chasseur de démons, c'est important. Ils expliquèrent que jusqu'à présent, le chasseur de démons avait attaqué 8 victimes, dont l'une était morte d'une perte de sang, c'est terrible. Ils avaient découvert que toutes les victimes avaient une chose en commun, elles avaient toutes été vidées d'une grande quantité de sang, c'est ça. Ils découvrirent également que la personne derrière les attaques utilisait une substance visqueuse, et puisque les substances visqueuses sont une spécialité de la famille de Nya, ils avaient toutes les raisons de croire que c'était la sœur aînée de Nya, Christina, qui était derrière les attaques en fait. En les entendant insinuer que sa sœur pourrait être le chasseur de démons, Nya se mit en colère et sortit en trombe, c'est clair. Tomoharu, Misao et Kanade la suivirent et la trouvèrent assise sur un banc dehors en fait. Là, elle révéla qu'elle était venue au Japon pour chercher sa sœur, disparue depuis des mois, et pour en apprendre davantage sur l'Asura Machina qui avait été améliorée par le stabilisateur, c'est important. Comme le domaine d'expertise de sa famille est le système de contrôle Asura Machina, et qu'il mène actuellement des recherches sur le système de poupées funéraires, elle a révélé que sa sœur Christina était aussi une étudiante d'échange qui avait récemment obtenu son diplôme de l'école, c'est ça. Les larmes aux yeux, elle leur dit que sa sœur est une personne très gentille, et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse être celle qui tue des démons, absolument pas. Après avoir fini de pleurer, elle demanda à Tomoharu de l'emmener à l'hôpital, disant qu'elle voulait voir les victimes de ses propres yeux, c'est important pour elle.
À l'hôpital, ils rencontrèrent une victime qui venait d'être attaquée par le chasseur de démons et Nya lui donna un peu de sa chance en fait. Juste à ce moment-là, ils entendirent une explosion venant de l'extérieur de l'hôpital et s'y précipitèrent immédiatement, sans tarder. Le conseil étudiant avait réussi à capturer le chasseur de démons avec leur magie et Nya fut surprise de voir que c'était bien sa sœur, c'est incroyable. Juste à ce moment-là, une Asura Machina fut invoquée et elle absorba immédiatement la magie de Christina, se transformant en Asura Cryon à la grande surprise de tous. Un monstre, c'est terrible. Avant de sortir en trombe, elle fait comprendre à tout le monde que sa sœur est innocente et qu'elle est juste manipulée par un autre manipulateur, c'est ça. En arrivant chez elle, Shuri révèle à Tomoharu et Kanade qu'elle savait tout depuis le début à propos de l'Asura Cryon, mais avait choisi de ne pas leur dire en fait. Elle suggère aussi en plaisantant que Tomoharu devrait claquer Kanade et affronter l'Asura Cryon, mais elle précise très clairement que maintenant que l'Asura Cryon est apparu, elle est sûre qu'ils commenceront à attaquer ouvertement, c'est certain. Le lendemain à l'école, la nouvelle de l'attaque des chasseurs de démons à l'hôpital se répandit, rendant Nya triste, bien sûr. Pour la réconforter, Tomoharu et Miso lui donnèrent un porte-bonheur fait d'une grue, d'une tortue et d'un dragon afin qu'elle puisse en absorber la chance, mais elle refusa en fait. Juste à ce moment-là, Siki arriva leur disant que l'Asura Cryon venait de faire une autre attaque au lycée Yoranji et ils décidèrent tous d'y aller sans tarder. Pendant ce temps, au lycée Yoranji, l'Asura Cryon attaquait des gens, semant le chaos partout, et il finit par blesser Rizuru pendant que Nya regardait impuissante. Il fut emmené à l'hôpital où il l'admire pour quelques jours en fait. En arrivant chez elle, Nya ne pouvait pas croire que sa sœur puisse être si violente et elle dit à Kanade à quel point sa sœur était gentille comme elle et qu'elle ne pouvait pas croire que sa sœur soit maintenant proche d'un manipulateur, c'est incroyable. Comme normalement les manipulateurs et les démons sont censés être des ennemis, elle se demanda si sa sœur avait changé vraiment. Pendant ce temps, au bureau des GD, il spéculait que Tomoharu pourrait être l'Asura Cryon car il était d'une manière ou d'une autre présent à tous les endroits où l'Asura Cryon avait attaqué, c'est une théorie. Shuri, cependant, était occupé à faire des recherches sur l'Asura Cryon et trouva des documents d'un professeur stagiaire nommé Katori qui avait disparu à peu près au même moment que Christina. C'est une coïncidence. À l'école le lendemain, Nya accusa Tomoharu d'être comme le manipulateur qui avait manipulé sa sœur et l'avait fait changer. C'est une accusation grave. Sur ce, Tomoharu l'entraîna à la bibliothèque où il trouva un vieil album de fin d'études en fait. À l'intérieur, ils trouvèrent tout la photo de Christina et il la montra à Nya, l'assurant que sa sœur n'avait pas changé et Nya éclata en sanglots. C'est émouvant. Après avoir fini de pleurer, elle envoya Tomoharu lui chercher de l'eau, bien sûr. Dehors, Tomoharu rencontra un homme étrange jouant de la guitare et il l'arrêta se présentant comme un autre manipulateur, en fait. À l'hôpital, Shuri montra à Rizuru des photos de plusieurs manipulateurs qu'elle soupçonnait d'être associés à l'Asura Cryon et elle lui dit d'essayer de se souvenir si l'un d'eux était là quand l'attaque s'est produite, c'est important. Rizuru désigna immédiatement un manipulateur nommé Takaya, qui est apparemment le même manipulateur qui est actuellement à l'école en train de parler à Tomoharu. C'est une coïncidence. De retour à l'école, Takaya dit à Tomoharu qu'il devrait s'allier à lui et qu'en retour, il épargnerait les démons de son école. C'est une proposition. En comprenant que Takaya était derrière l'Asura Cryon, Tomoharu refusa de le rejoindre, exigeant qu'il lui dise ce qu'il avait fait à Christina, c'est important. Cependant, Takaya ne lui dit rien, disant qu'il comprendrait ce qu'il ressent plus tard. Juste à ce moment-là, il invoqua sa machine Asura, connue sous le nom d'Ingrid, et l'attaqua sans hésiter. Entendant l'explosion, Misao et Kanade se précipitèrent pour l'aider, disant à Nya d'attendre en classe, c'est important. En représailles, Tomoharu invoqua également son Kurogan, bien sûr, et alors que les deux se préparaient à s'affronter, Nya arriva, exigeant que Takaya lui dise où était sa sœur, c'est clair. En la voyant, Takaya attrapa et kidnappa Nya, disant qu'il l'emmènerait là où se trouvait sa sœur, c'est terrible. Kanade, Miso et Tomoharu se réunissent tous et décident en groupe d'appeler Shuri à propos de l'Asura Cryon qui a capturé Nya, c'est urgent. À cause de cette situation, Shuri décide qu'ils devraient se rencontrer étant donné qu'elle connaît quelqu'un qui a un lien avec l'Asura Cryon, c'est important. Suite à la décision de Shuri, les trois décident d'aller là où Shuri le suggère, sans tarder. Cependant, alors qu'ils se dirigent d'un fois là-bas, Misao entend une voix leur ordonnant de s'arrêter, c'est étrange. Quand elle demande à ses amis s'ils ont aussi entendu cette voix, ils lui disent qu'ils n'ont rien entendu du tout, absolument rien. D'autre part, Nya est emmenée par deux hommes, dont l'un est Takaya, et ils lui montrent un splitter, expliquant qu'il existe parce que la sœur de Nya, Christina, l'a aidé à le créer en fait. Après avoir entendu cette explication, Nya se souvient que sa sœur lui avait déjà parlé du splitter, qui est un système horrible qui ne fonctionnerait qu'en sacrifiant des démons, c'est terrible. Nya devient extrêmement en colère et exige de savoir où est sa sœur actuellement et ce que ces hommes ont fait pour forcer sa sœur à les aider à fabriquer le splitter, c'est urgent. Cependant, Takaya informe Nya que la santé physique de sa sœur est en très mauvais état et a besoin de toute la chance qu'elle peut obtenir et il montre ensuite à Nya sa sœur, dont il pense qu'elle ne vivra plus très longtemps puisqu'elle a dépensé tant d'énergie à créer le splitter, c'est tragique. Voir sa sœur dans cet état rend Nya furieuse, car elle avait été forcée contre son gré à créer le séparateur. Takaya cependant dit à Nya qu'elle peut soulager un peu la souffrance de sa sœur en opérant le séparateur, utilisant ses capacités de mangeuse de chance pour manipuler la probabilité, car si le séparateur échoue, sa sœur ressentira la douleur des flammes de l'enfer. Ensuite, Takaya emmène Nya et dit à Christina, qui a maintenant repris connaissance, qu'elle peut partir si elle le souhaite. De retour auprès du groupe de Tomoharu, les trois retrouvent Shuri dans une pièce où elle leur donne une photographie de Takaya avec Mia et Christina.
Après avoir fourni la photographie, Shuri leur dit qu'ils devraient donc se séparer et commencer à chercher chacun de leur côté. De retour au théâtre, Christina dit à Nya de partir, mais Nya refuse car Christina n'est plus la même personne qu'avant, puisqu'elle va bientôt sacrifier beaucoup de ses congénères démons. C'est à cause de la puissante capacité que Christina a créée, suffisante pour démarrer le fonctionnement du séparateur. Par conséquent, afin de lever la malédiction de la machine Asura, ils ont besoin du sang de tous les démons de la ville. Cependant, Mia dit à Christina que s'introduire dans d'autres mondes signifie interférer avec l'espace et le temps, donc si le rituel tourne mal, alors les choses ne se passeront certainement pas bien. Malgré cet avertissement, Christina veut toujours utiliser le séparateur pour Takaya, le psychopathe qui l'a trahi en ne l'applaudissant pas, ce qui surprend Nya, se demandant pourquoi Christina voudrait faire quoi que ce soit pour lui après ses actions. Mais Christina pense que si elle perdait son amour pour Takaya, elle serait profondément déçue. Après avoir entendu cela, Nya s'incline et s'appuie sur Christina en pleurant, disant qu'elle ne la laissera pas disparaître. D'autre part, Kyomu, qui est avec Yo, appelle pour exiger les gestionnaires. Yo lui dit qu'il serait préférable qu'il puisse s'occuper lui-même de l'incident. Puis Haruna appelle Yo, lui disant qu'elle sait maintenant où se trouve Takaya. Grâce à cette nouvelle information, Yo et Kyomu décident d'escorter Haruna là-bas car elle les attend. Pendant ce temps, Miso et ses 3 amis ont atteint le théâtre. Christina continue de dire à Nya de l'oublier et de continuer sa vie. Alors Nya se lève pour commencer à opérer le séparateur. Elle s'approche ensuite de Takaya qui joue de la guitare. En la voyant, Takaya s'arrête un instant et regarde le séparateur, réfléchissant à la manière de le détruire pour que les choses s'améliorent. Mais alors que Shuri et les 3 amis entrent, ils découvrent que le rituel a déjà commencé. Nya décide alors d'entrer à l'intérieur du séparateur. Mais de l'extérieur, elle utilise ses pouvoirs de probabilité pour tenter de mettre fin au motif de Takaya, mais rien ne fonctionne et qu'elle n'est qu'attaquée en retour. Voyant cela, Takaya décide d'utiliser les pouvoirs de Christina à la place. Nya commence à crier, attachée en hauteur, que s'il meurt, Christina mourra aussi. Soudain, Tomoharu et les 3 amis apparaissent pour tenter de détruire le séparateur. Alors que Nya veut les aider, Christina apparaît et l'embrasse sur le front, l'empêchant d'agir. Tomoharu et Masao sont prêts à se battre, mais Takaya utilise ses capacités et les attache tous avec des chaînes. Christina emmène ensuite Nya inconsciente à l'intérieur du séparateur. Dès qu'elles y entrent, la porte se ferme, mais Nya se réveille et continue d'essayer d'arrêter sa sœur. Christina lui dit qu'elle est contente de la voir finalement et active le système du séparateur. Tomoharu est choqué et se demande où il est, mais soudain un Korogan apparaît et neutralise l'arrêt du temps à la singularité. On dit alors à Tomoharu d'arrêter tout ce qui se passe. Immédiatement, il commence à attaquer et Haruna apparaît de nouveau et il commence à attaquer le séparateur jusqu'à ce qu'il soit détruit. Pendant ce temps, Christina sort du séparateur, maintenant détruit, voyant les pouvoirs de Tomoharu. Takaya lui demande pourquoi il n'a pas utilisé les pouvoirs de Christina contre lui, puisqu'elle est un démon. Cependant, Tomoharu lui dit que c'est parce que Christina n'est pas un outil pour lui. Soudain, le séparateur commence à exploser et Miso dit à tout le monde d'évacuer immédiatement. Takaya s'éloigne alors et s'échappe à cheval. Le séparateur explose alors complètement, mais ils réussissent tous à s'en sortir vivants. Le lendemain, ils se retrouvent tous où Nya explique le motif de Takaya de séparer la fille sacrifiée de Road Knight en utilisant sa sœur Christina et ce séparateur. Nya leur parle du corps de sa sœur Christina étant dans un état d'évitement qui se produit lorsqu'une personne est complètement à court de pouvoirs magiques. À l'école, Mia demande à Kanade de lui faire un chamois en peluche pendant qu'elle coude. Là, ils ont parlé des 2e années, l'année de Shuri qui partait en voyage la semaine suivante pour Hawaï. D'autre part, dans la classe de Shuri, Rizuru trouve Shuri et lui dit qu'elle est trop excitée à propos du voyage. Cependant, Shuri lui dit que c'est lui qui est excité, voyant sa tenue, une robe de soirée hawaïenne. Ensuite, Tomoharu dit aux filles qu'elles devraient escorter Shuri, qui dit qu'elle allait défiler avec des maillots de bain ce soir-là. Higuchi décide de les accompagner car il pense que le corps de Shuri est beau. Cependant, c'est contraire à la façon dont Tomoharu la voit, car elle a l'air laide et bizarre le matin quand elle est assise en tailleur, ne portant qu'un grand t-shirt. Au milieu de cela, Rizuru apparaît, leur demandant s'ils pensent à s'applaudir mutuellement. Alors que Tomoharu s'excuse auprès de Rizuru, il touche accidentellement Takatsuki, ce qui fait de nouveau tomber Rizuru et lui tord la cheville accidentellement alors qu'elle s'excuse auprès de Takatsuki. Après les cours, Tomoharu ramène Takatsuki chez elle à vélo, puis ils continuent d'avancer sans dire un mot. C'est alors que Rizuru demande à Tomoharu de dire quelque chose car elle se sent anxieuse face à son silence. Tomoharu lui parle de Higuchi qui a trouvé un tas de nouilles par terre. En entendant cela, Rizuru s'ennuie car elle ne veut plus entendre parler de Higuchi. Tomoharu admire ensuite le ruban de Rizuru et lui dit qu'il lui va bien. De plus, Rizuru lui dit que sa tante le lui a acheté car il fait partie d'une paire.
Soudain, Misao apparaît et les trois se dirigent vers la maison de Rizuru. En arrivant, Rizuru est sur le point de tomber, ce qui pousse Tomoharu à la rattraper, mais soudain, le frère de Rizuru sort de l'ascenseur et voyant Tomoharu la tenir, ils hésitent immédiatement. Par conséquent, Tomoharu lui explique que c'est parce qu'elle s'est blessée à cause de lui, c'est pourquoi il l'a amenée là lui-même. Cependant, le frère de Rizuru pense que c'est le bon moment et les invite à une fête. Cette nuit-là, Tomoharu, Rizuru et Misao arrivent à la fête. Puis Rizuru et son frère apparaissent. Kanade voit le ruban de Rizuru sur le point de tomber, alors elle s'approche d'elle et le lui met correctement. Après cela, la tante de Rizuru apparaît et est contente d'avoir rencontré Tomoharu, qu'elle voulait rencontrer en personne depuis si longtemps. Par conséquent, elle décide de prendre de la nourriture pour les gens et c'est là qu'il découvre que la tante est la mère d'Ain et que la fête célèbre l'anniversaire de sa mort. Puis Miso suit la mère d'Ain à la cuisine où elle apprend que la mère d'Ain donne des cours de cuisine et l'invite à passer si elle veut en savoir plus sur la cuisine. Cependant, comme Miso ne peut rien toucher, la mère d'Ain propose qu'elle vienne quand même et que Tomoharu l'aidera. Elle apprend aussi que Rizuru sait cuisiner et comment Ain, avec sa manière exubérante, aimait faire des farces et détestait perdre au jeu. Par la suite, l'heure de manger arrive, mais avant qu'il ne mange, Rila présente son talent et sa magie, rendant la mère d'Ain heureuse. Le deuxième numéro est Mia et Shunya qui ont de nouveau utilisé leur magie. Ensuite, Tomoharu et Misao ont présenté leur talent, ce qui a beaucoup plu à la mère d'Ain même si leur numéro n'était pas si bon. Cependant, elle est heureuse du fait que si Ain avait été là, elle aurait pu en rire. Après la fête, Masao et Tomoharu ont rendu visite à la tante d'Ain en personne. En voyant Masao, elle la touche car elle lui rappelle Ain. Ailleurs, Rizuru est seul et Tomoharu et Misao la rencontrent. Rizuru remercie Tomoharu d'avoir rencontré sa tante et leur dit qu'elle se demande parfois ce qui se serait passé si elle avait été celle piégée à l'intérieur de la machine Asura au lieu d'Ain. Cependant, elle est contente de ne pas être dans la situation d'Ain. À la fin, la tante d'Ain les convoque tous pour le prix. Elle annonce que les gagnants sont Tomoharu et Miso parce que leur numéro était un peu triste. La tante d'Ain leur donne un cadeau qu'on lui a offert et qui les aidera à s'applaudir mutuellement. Après la fête, ils disent Domart tous au revoir aux frères de Rizuru et partent. La classe de Shuri est partie en voyage. D'autre part, alors que Tomoharu et Nya se battent en classe, Tomoharu tombe près de la table où se trouve le prix qu'il a reçu avec Miso et il se brise immédiatement. Alors qu'il se brise, Misao découvre que c'est un plugin pour une machine Asura. Pendant ce temps, Tomoharu est convoqué à la salle du 3e conseil étudiant par la présidente du 3e conseil étudiant qui a entendu parler de l'histoire de Tomoharu faisant tout ce vacarme dans la salle de sciences. La présidente lui dit d'être prudent car les étudiants sont maintenant détendus grâce au voyage des 2e années. Après cela, ils lui disent de partir. Pendant ce temps, Takaya a rendu visite à la tante d'Ain. Là, Takaya voit une photo de Tomoharu et d'autres qui a été prise pendant la fête, et en voyant son intérêt pour la photo, la tante d'Ain lui dit d'aller à la fête de l'année prochaine. Cependant, Takaya lui dit qu'il n'est pas sûr qu'elle aura une fête l'année prochaine et lui demande ce qu'elle peut faire s'il lui arrive de revoir sa fille. D'autre part, Shuri est occupée à prendre des photos de Rizuru. Soudain, Ain apparaît et Shuri prend des photos d'elle deux. Comme c'est l'heure du dîner, Rizuru décide de rentrer, mais Ain lui dit de rester là avec elle un instant. De retour auprès de Tomoharu, Mia leur dit qu'elle va maintenant commencer à analyser le plugin et dit à Kanade qu'elle aura besoin de lait chaud dans 1 heure. Tomoharu lui dit alors qu'il peut le lui faire. Cependant, Mia l'informe que le lait de Kanade est le plus délicieux et s'en va. D'autre part, Takaya est au téléphone parlant du séparateur. Le lendemain, Shuri appelle Tomoharu sitôt et lui parle du plugin de la machine Asura qui en est sorti. Alors que Tomoharu sort, Kanade le trouve là. C'est là que Tomoharu lui parle de Takaya, qui pourrait de nouveau les attaquer et essayer d'obtenir le plugin. En entendant cela, Kanade est choqué et lui dit de lui promettre de ne plus utiliser le pouvoir de la machine Asura. Le lendemain, Tomoharu décide de rendre le plugin à la présidente. Cependant, Mia lui dit qu'elle n'a pas encore fini de l'analyser. Cependant, Tomoharu lui dit que garder ce mystérieux plugin ne leur causera que des ennuis. En chemin, soudain, Takaya apparaît et exige qu'il lui remette le plugin car il ne signifie rien. Tomoharu refuse de le lui donner, par conséquent, il commence immédiatement à les attaquer. Alors qu'il court, il rencontre la présidente Rika qui les aide en contre-attaquant. Takaya utilise alors sa magie cyclique, surprenant Rika qui les aide. Kanade utilise un gémissement ardent, l'attaquant, la présidente Toru apparaît de nouveau et met fin à tout. Après cela, Kanade commence à pleurer, pensant que Tomoharu a rompu la promesse qu'il s'était faite de ne plus se battre, et Kanade part immédiatement. Plus tard, Tomoharu est convoqué par la présidente pour tout lui expliquer et pourquoi Takaya a attaqué. Nya lui dit que ce n'est rien et Tomoharu demande à la présidente Rika si elle est prête à le vendre, ce à quoi elle a répondu avec enthousiasme. Par conséquent, il le donne à la présidente Toru pour qu'elle le protège. Cette nuit-là, à la maison, on dit à Kanade que si elle continue d'utiliser ses pouvoirs sans faire de contrat avec quelqu'un, ce sera mauvais.
D'autre part, Miso et Nya trouvent Tomoharu et l'accusent d'Okarch d'avoir fait pleurer Kanade. Soudain, Ain apparaît et supplie qu'elle puisse être sauvée. Au même moment, aux informations de dernière minute, on leur annonce que le vol d'Honolulu à l'aéroport international du Kansai Est a disparu des radars, l'avion où se trouvaient Shuri et d'autres. Puis Takaya appelle Tomoharu et l'informe qu'il devrait en faire un échange car il retient Shuri en otage et il exige qu'il lui donne le plugin. Par conséquent, Tomoharu se dirige vers la présidente Toru et lui dit de leur rendre le plugin et de le donner à Takaya. Cependant, Toru ne veut pas le lui donner directement car ce serait dangereux de donner un plugin à l'Azura qui pleure de cette manière. Cependant, ils ne sont pas tous d'accord avec cette décision car la vie de nombreuses personnes est en jeu. Là, ils apprennent que la présidente Rika, en tant que deuxième conseillère, est chargée de payer tous les coûts encourus, ce qui la rend effrayée par la dette. Par conséquent, ils sont d'accord avec Toru, qui leur dit qu'ils récupéreront l'otage en toute sécurité et qu'ils ne remettront pas le plugin. À cause de cela, Rika pointe une arme sur eux et leur dit de remettre le plugin car elle en prendra bien soin. Soudain, un appel sonne, c'est Rizuru qui demande à Tomoharu si elle a entendu parler de l'accident. Rizuru pleure car son frère était aussi dans le même avion, mais Tomoharu lui dit qu'il l'informera s'il apprend quoi que ce soit. Puis Tomoharu va faire du thé pour tout le monde alors qu'ils se préparent à sauver les gens. Un autre téléphone sonne, c'est Takaya qui leur donne un endroit pour remettre le plugin. Par conséquent, Tomoharu, Mia et Miso vont rendre le plugin à Takaya. Mia lui dit que s'ils veulent plus le lui donner, ils s'assureront que tout le monde est en sécurité dans l'avion. Pendant ce temps, Rika a appris que Tomoharu est allé rendre le plugin et elle est furieuse d'entendre cela car elle voulait être informée en premier. Alors qu'ils l'attendent, Kanade apparaît. En la voyant, Tomoharu se sent soulagé. Ensuite, les trois sont emmenés là où se trouvent les gens. En arrivant, Takaya est surpris que Tomoharu soit toujours avec Kanade, puis ils remettent le plugin à Takaya. Cependant, ils réalisent alors que ce n'est pas un plugin mais une clé pour tordre la Terre. Par conséquent, Tomoharu leur dit de les laisser partir, mais Takaya lui dit qu'il n'est pas lui et qu'il joue à des jeux que d'autres ont commencé. Puis Tomoharu et Kanade sont attaqués, laissant Misao, car il ne veut pas que Tomoharu se mette en travers de son chemin. Takaya enlève ensuite l'esprit de Misao. Soudain, Kanade et Tomoharu se libèrent, et Kanade tombe car elle a perdu tellement de pouvoir. Soudain, Viviane apparaît pour aider avec Toru et Rika. Ils commencent immédiatement à attaquer Takaya, mais quand Takaya utilise ses pouvoirs, cela ne fonctionne pas sur Toru. C'est alors que Takaya découvre que Toru est une ancienne gestionnaire. C'est alors que Takaya commence à les attaquer en retour en utilisant sa magie car il pense qu'on interfère avec ses affaires. Soudain, Shuri apparaît et Katori, qui retient l'avion, n'en peut plus. Alors ses chaînes sortent et l'avion commence à tomber. À ce moment-là, Takaya récupère le plugin de la pile de cadavres qu'ils ont laissé derrière eux, puis ils entrent tous dans l'avion, Kanade étant toujours inconsciente. Les pilotes les informent alors que s'ils ne trouvent pas où atterrir, ils s'écraseront certainement. Ailleurs, Takaya rencontre Kotori à qui il dit que le monde se terminera dans 631 jours. Tomoharu se lève alors pour aider à arrêter l'avion en utilisant la force de gravité. Cependant, les gens le critiquent, lui disant qu'il n'est pas lui et qu'il n'y arrivera pas. Y arrivera. Puis Tomoharu utilise Kurogan aidant à l'équilibrer. Par conséquent, le frère de Rizuru sort et utilise son Kurogan avec Shuri aidant à arrêter l'avion et à atterrir en toute sécurité. Par conséquent, Tomoharu sort pour rencontrer le frère de Rizuru qui l'informe qu'Ain est parti. Katori a-t-il raison de dire que le monde se terminera dans 631 jours ou non? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, confondons les faux fans en commentant RIP Tomoharu. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.